ça marche, mais... C'est le meilleur, c'est le meilleur. Merci beaucoup pour cette présentation très chaleureuse et de cette invitation. Je vais juste corriger, je suis docteur en philosophie, non en sociologie. J'enseigne actuellement à l'université de Grenoble, je m'occupe d'esthétique et notamment de peinture. J'avais laissé un titre pour cette communication assez générale, c'est-à-dire vraiment un travail sous l'écran, qui s'est précisé un peu pour cette intervention d'aujourd'hui. Ça va être du cadre à l'écran, le corps virtuel comme l'identité du sujet postmoderne. J'essaie en fait de réfléchir avec vous, encore une fois, la postmodernité. Je risque d'avoir des limites parce que vous avez déjà peut-être travaillé hier. Mais je voudrais penser à l'avenir de la psychanalyse, comme on se proposait donc ce titre, c'est-à-dire la psychanalyse à l'épreuve de la postmodernité. On peut le traduire ce titre par la formule suivante: la psychanalyse à l'épreuve d'un éclatement du sujet. Ou bien, par cette question, existe-t-il la possibilité de s'adresser à un sujet quand son identité de ces sujets est radicalement remise en cause aujourd'hui? Alors, on pourrait encore traduire cette question par une autre interrogation. Questionner aujourd'hui les sujets, c'est aussi questionner le temps de ce sujet, les temporalités de la postmodernité, désormais non réductible à la linéarité moderne donnée par une synthèse. Une synthèse qui aujourd'hui, à l'époque de la globalisation, n'est plus possible. Alors, penser à l'avenir de la psychanalyse veut dire, pour moi, aujourd'hui, réfléchir à une nouvelle identité du sujet et à la possibilité de ces temporalités. Alors, c'est là, dans le cadre d'une réflexion sur le temps et sur le sujet, je pense qu'une réflexion sur l'écran, sur nos écrans d'ordinateur, de téléphone, comme on vient de dire, l'écran aussi de nos télévisions, ou tout simplement aussi les écrans de cinéma, tout ça peut être pour moi exemplaire d'un lieu de construction de nouvelles catégories de la subjectivité, des formes complexes de la temporalité du postmoderne. Alors la réponse à ces questions pourra nous donner un retour l'actualité de la pratique psychanalytique comme pratique d'un sujet et de son faire sens. Dans le cadre de ces questionnements, la réflexion du dernier Merleau-Ponty, et notamment la notion de chair qui est au centre de cette réflexion, fournit une contribution pertinente à l'effort de penser philosophiquement des phénomènes culturels comme celui de l'écran. Et il me semble que cette notion de chair évoque et provoque un renversement de la subjectivité et de nos identités corporelles conçues selon des catégories modernes. On a souvent parlé de l'écran d'un point de vue pathologique, et on s'adresse aussi au phénomène de l'écran avec la formule hyper moderne de parler de l'écran comme le lieu capable de nous faire apercevoir le monde en transparence, c'est-à-dire le rêve hyper moderne d'un monde en transparence, ou bien écran comme barrière, comme rupture en linéarité du sujet, donc l'écran comme pathologie. Alors, ma réflexion s'adresse à la possibilité de remettre l'écran dans le flux de notre texture existentielle, donc ni pour le rendre pathologique ou séparé de notre tissu sensoriel, et de renverser ce paradigme de transparence et d'hypermodernité. Entre ces deux positions, j'essaie de donner
une réflexion sur l'écran qui pourrait donner une ouverture aussi à la réflexion de la psychanalyse. Ce que j'ai dit concernant la technique, donc la technique qui concerne l'écran, n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, Bachelard parlait de phénoménotechnique. Quand il réfléchissait à l'atome comme un phénomène, donc ce qui apparaît, je parle vraiment avec un langage de phénoménologue, mais on va clarifier tout ça dans les questions, si je reste obscur. Le discours de Bachelard est le suivant. Il y a des phénomènes qui, pour apparaître, on ne peut pas les distinguer de la technique avec laquelle ils apparaissent. L'atome, si on n'a pas l'accélérateur des particules qui le fait apparaître, il n'est même pas en hypothèse. Il faut vraiment qu'il apparaisse avec la technique, se donne avec la technique. Et l'écran, alors comme phénomène, c'est quelque chose qui apparaît avec la technique, mais qui fait partie aussi de notre vie. Alors on va appeler ce phénomène particulier le corps virtuel. On va parler d'écran comme corps virtuel, entendu comme événement de corps-image en même temps interne et externe qui émerge de l'interaction entre une écriture informatique et le corps humain. Comme une prothèse technologique qui fait réfléchir et remettre en cause les catégories classiques de représentation, d'image comme mimésis, imitation, de réalité et d'illusion. Je définis en reprenant une expression de Roberto Diodato, philosophe italien. Le corps virtuel, je cite, une image digitale interactive en algorithme de forme binaire se phénoménalisant dans l'interaction avec un utilisateur bénéficiaire, autrement dit, une opération d'écriture qui, dans son apparence sensible, à la fois expose et voile le projet informatique qui la constitue. Apparition d'une grammaire, une telle image de langage implique une dimension spectrale, et je souligne spectrale, particulière, qui a des répercussions sur le rapport visible-invisible et structure la modalité de l'usage. Plus loin, je cite, de ce point de vue, l'image a une forme génético-relationnelle qui appartient à un système multiple de traduction. Alors, suivant la réflexion de philosophes comme Mauro Carbone, de Roberto Esposito, de Roberto Diodato, que je viens aussi de citer, l'esthétique du virtuel, dont je viens de donner donc une définition de ce sens-là, me semble être héritière de la pensée de Merleau-Ponty et peut donner des réponses sur la subjectivité du postmoderne sans faire forcément de rupture entre ce qui est une prétendue modernité et ce qui serait une prétendue postmodernité. Alors on peut utiliser une théorie de la vision conçue par Merleau-Ponty si on se réfère tout simplement à cette théorie de la vision que Merleau-Ponty avait élaborée avec un travail sur la peinture. Car, selon moi, déjà, dans la peinture, ça nous aide à comprendre cette continuité sans rupture, il y a une virtualité du tableau. Alors, si on va clarifier un peu les choses sur cette virtualité du tableau, on pourra mieux comprendre aussi la virtualité de nos écrans comme un phénomène charnel. Pour décrire la peinture, je voudrais rappeler l'interprétation de Louis Marin, fondée sur la dichotomie entre représentation et mimésis. Représentation qui doit répondre à l'exigence de transparence, de message qui se donne dans sa transparence, et une mimésis, une opacité qui renvoie tout simplement à sa présence, à la présence de l'image, à l'excédence du signe qui va survivre à la chose signifiée. C'est-à-dire il y a une résistance du signifiant à se laisser lire selon l'ordre strictement discursif.
On ne peut pas lire complètement le tableau, il ne sera jamais complètement lisible. Et ça, ce n'est pas à cause de la polysémie de son message, mais tout simplement à cause de la matérialité de son signe. Je vais mieux expliquer ce qui est cette opacité du signe pictural si on se réfère dans les détails à qu'est-ce que c'est un tableau. Un tableau, c'est une texture, c'est une surface, c'est une couleur, c'est une matérialité, c'est un irréférentiel qui sera toujours là, même quand vous aurez décrypté le message, vous aurez fait l'analyse de tous les codes du tableau, mais vous n'auriez jamais la sensation d'avoir épuisé le tableau parce qu'il y a cette matérialité qui reste là. Et c'est incommun, disait Maldinet, car devant un tableau, on n'a jamais un quoi, mais un comment qui se donne. Comme dans un paysage donné avec une aptitude de géographe, de touriste, et un paysage dans lequel on est immergé comme un peintre, et on est toujours en train de regarder des intermittences du visible, jamais saisissables de manière définitive. Alors c'est un élément pathique, non, dont nous faisons la rencontre. Un élément pathique donné par la matérialité du signe qui survit aux tentatives de décoder tous les messages d'un tableau. C'est parce que dans le tableau, il y a une marge, il y a un support, il y a une surface, il y a des pigments, il y a un cadre. Ce cadre nous indique l'espace virtuel du tableau, distingué de son espace réel. Cette virtualité alors du cadre qui donne l'idée d'un travail du peintre sur la limite de la figuration. Le peintre est là pour souligner la présence de son support, les traces de sa fabrication. Chaque détail est comme un événement qui évoque la limite de la représentation et il est fait selon un fer-peinture qui étend son opacité sur l'ensemble. Donc il y a une intermittence entre opacité et transparence, et cette intermittence, on peut l'appeler le virtuel du tableau. Alors cette tension, c'est aussi la tension gestaltique de chaque image, entre figure et fond. Donc ce n'est pas exclusif, bien sûr, d'un tableau. Et revenons à Merleau-Ponty. Merleau-Ponty utilise cette tension du tableau pour brouiller les catégories entre moderne et postmoderne, je pourrais dire, pour comment je veux l'utiliser, mais lui, il s'adressait à Marot et il utilisait cette théorie de la vision et du tableau pour contester à Marot la distinction entre peinture classique et peinture moderne. Car Marot, individu dans la subjectivité des modernes, un paradigme pour différencier la peinture dite classique qui se veut objective et la peinture moderne qui se veut expressionniste et donc subjective. Merleau-Ponty n'est pas d'accord et pense que chaque peinture est expressionniste. Chaque peinture est une rencontre avec le monde d'un sujet en interaction avec le monde, avec ces tensions qui sont propres au tableau plus classique, nous avons dit, par ce cadre, par la matérialité de la couleur, et avec la peinture moderne, avec le support lui-même qui veut émerger, hein, et qui veut dire, voilà, je suis un support, car on n'a pas une distinction comme dans le cadre de la Renaissance, avec le paradigme de la fenêtre, mais nous avons avec la peinture moderne deux fonds qui vont surgir comme figure. Dans les deux cas, il y a une manière de recréer le monde en le percevant. C'est une perception qui est déjà mise en œuvre une création. Le problème est, pour Merleau-Ponty, je cite, c'est le problème de savoir comment on peut communiquer sans le secours d'une nature préétablie et sur laquelle nos sens à tous ouvriraient. Comme nous sommes hantés sur l'universel par ce que nous avons de plus propre.
Alors là, nous sommes à un problème de tension, non tout simplement entre subjectif et objectif, mais entre liberté et déterminisme. Alors, nous sommes dans un méta-empirique, quand nous allons nous définir en tant qu'homme, mais nous ne sommes pas tout simplement un sujet capable de saisir un sens de cet objet nature, de cet objet monde. Avec Merleau-Ponty, c'est possible alors d'aller plus loin dans ce qui est la catégorie de la modernité, vue comme une catégorie de la subjectivité capable d'une synthèse du sens. Alors là, on n'a jamais une synthèse instantanée, ni dans le cadre de la peinture classique pour Merleau-Ponty, ni dans le cadre de la peinture moderne, car chaque fois, nous sommes en présence d'un style de la perception. Il se réfère au psychologue et neuropsychiatre Henri Wallon pour parler des ultra-choses. Pour Henri Wallon, les ultra-choses sont la transcendance constitutive de notre accès aux choses. Il y a une grandeur apparente à l'horizon selon laquelle toutes les choses reviennent à cette même grandeur absolue. C'est la raison pour laquelle les enfants peuvent dessiner un homme grand comme une maison. Alors, cette manière d'avoir accès au monde, de le recréer en le percevant, n'est pas exclusif d'une période de l'histoire, mais ce qui hante la nature de l'homme et sa possibilité même de se penser. Alors là, dans cette théorie de la vision, dans cette théorie donc, du sujet selon Merleau-Ponty, nous avons tous les éléments de notre manière de percevoir aussi les écrans. C'est-à-dire une théorie de la vision qui comporte une immersion, qui comporte une interaction et une métamorphose du monde au moment même de la perception. Alors, on s'approche de la conclusion. Comment on va tirer des conclusions à partir de là? Ou bien comment on va ouvrir de nouvelles réflexions à partir de cette définition de Merleau-Ponty? Alors déjà, on peut penser l'écran comme une prothèse technologique, mais non au sens que cette prothèse doit remplacer une fonction. Non, parce que la prothèse, en sens médical, c'est ce qui remplace un organe compromis. Là, nous n'avons pas un organe compromis. C'est une prothèse technologique qui comporte le développement des dispositifs susceptibles d'en agir de l'homme. Mais cette prothèse, il faut la considérer dans un chiasme, comme dirait Merleau-Ponty, un renversement de sensible organique et inorganique. Donc dans son tension, dans cette virtualité des tensions que je viens de décrire. C'est le mystère de l'homme qu'il faut sauvegarder quand on va réfléchir au virtuel, par la force de l'imaginaire, par le pouvoir infini qui constitue les catégories de l'homme selon Merleau-Ponty. Alors la notion de chair me semble vraiment nous donner la possibilité de voir avec l'écran une négation de l'écran comme objet, mais de le remettre dans ce flux sensoriel de ce qui fait l'homme. Il y a un passage des notes inédites du visible et l'invisible de Merleau-Ponty, dans lequel il va décrire le rêve. Je pense que je vais conclure par cette possibilité de décrire vraiment notre imaginaire comme un rêve. Selon la vision de Merleau-Ponty, le rêve, c'est le lieu où advient les sensibles, ce chiasme entre son temps et son dit, là où il n'y a pas un monde objectivable. Alors, comment il est possible cela? Dans le rêve, il y a du sensible, mais il n'y a pas un monde objectivable. C'est parce que le sensible n'est pas un objet, le monde n'est pas un objet. Alors, c'est là qu'il faut remettre notre notion de l'écran, non dans son logique d'objectivation, mais dans son logique de sensorialité, là où il n'y a pas un monde objectivable. Alors, c'est cet élément que Merleau-Ponty définit la chair, qui est un élément de prégnance ontologique de l'imaginaire.
comme un phénomène de miroir, une expression énigmatique de Merleau-Ponty l'envoyant à l'écart. La réflexion ne peut pas se faire dans l'immanence, pas dans l'ici, en coïncidence avec nous-mêmes, ni dans la distance absolue, mais dans cet écart constitutif de la ressemblance et de la reconnaissance. Si on n'a pas un écart, on n'a pas reconnaissance. La chair, alors, c'est ce tissu, c'est un phénomène de miroir qui n'est pas une image, une reproduction, mais c'est ce qui fait figure, comme dans les rêves, comme dans son ombre qui agit avec une négativité capable de nier le visible et de le faire apparaître en même temps. C'est ça la virtualité de l'écran, mais c'est aussi le statut ontologique de notre imaginaire, de notre manière de faire le monde. Alors, pour revenir à la possibilité d'une psychanalyse et de nouvelles temporalités qu'elle peut prendre en compte, c'est justement cette temporalité propre virtuelle qui est différente du présent, mais non opposée au présent, qui va nous donner le sens d'une linéarité brisée, qui va rompre la logique de la succession tout en gardant sa manière de faire sens. Alors c'est, pour conclure, notre possibilité de lire alors le virtuel comme un champ virtuel où l'objet, notre mode d'entendre l'objet, n'est qu'une modalité relationnelle. Et c'est là, dans cette manière d'entendre, une trame intrarelationnelle qui va nous faire comprendre le corps comme événement de réversibilité. C'est là qu'on a une nouvelle manière d'entendre le sujet. Merci. Merci beaucoup. Miraculeusement,